Bonjour à tous. Dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser à notre propre espèce, Homo sapiens. Autrement dit, nous allons faire un peu de paléanthropologie, qui est la science qui étudie les différentes étapes évolutives qui ont mené à l'apparition de l'Homo sapiens. Autrement dit, la paléoanthropologie, elle construit un récit scientifique de nos origines à partir des archives fossiles, mais aussi grâce à l'analyse de l'ADN. Par exemple, ce petit os qui est un petit bout de phalange, on a pu en extraire l'ADN et on a donc pu analyser cet ADN et on a mis en évidence que l'individu qui possédait cette phalange appartenait au genre Homo. Donc on a mis en évidence l'existence d'une nouvelle espèce, l'homme de Denisova. On doit se rappeler qu'une nouvelle espèce apparaît à partir d'une espèce préexistante. Grâce à l'apparition de mutations, grâce à la survenue de mutations qui entraînent une accumulation de différences. L'espèce nouvelle possède donc des caractères communs à l'espèce préexistante, à l'espèce ancestrale, que l'on appelle des caractères ancestraux, mais elle se différencie de celle-ci par l'acquisition de caractères nouveaux, que l'on appelle aussi caractères dérivés ou innovation évolutive. Bien évidemment, l'espèce préexistante, la plupart du temps, elle ne disparaît pas. Autrement dit, l'espèce nouvelle va se rajouter à l'espèce préexistante et on a donc une augmentation de la biodiversité. La phylogénie étudie les relations de parenté entre les êtres vivants en comparant les caractéristiques morpho-anatomiques et moléculaires qu'ils possèdent. Les humains sont des eucaryotes pluricellulaires, des vertébrés et des mammifères. Toutes les espèces présentes actuellement sur Terre dérivent du premier être vivant unicellulaire que l'on a appelé Lucas. Quelle est la place des humains parmi les mammifères ? Eh bien, tout d'abord, on peut tordre le cou à un vieux cliché parce que l'homme ne descend absolument pas du singe. Il y a environ 60 millions d'années, des innovations évolutives sont apparues par mutation chez certains mammifères. Le pouce opposable et les ongles plats. Ces caractères sont partagés de façon exclusive par toutes les espèces qui sont issues du premier ancêtre commun à posséder ces caractères. Autrement dit, toutes les espèces qui apparaissent après cet ancêtre commun et qui sont donc issues de cet ancêtre commun vont posséder des ongles plats et un pouce opposable. Ce sont les primates. Le pouce opposable est donc le caractère dérivé des doigts alignés et les ongles plats sont le caractère dérivé des griffes. Alors là, on comprend assez facilement que ces innovations évolutives ont pu apporter un avantage sélectif. Il suffit d'essayer d'attraper des petits objets avec des faux ongles en forme de griffes ou avec les orteils qui ne sont pas opposables pour voir à quel point un pouce opposable et des ongles plats sont avantageux. Par la suite, au sein des primates, de nouvelles mutations successives ont modifié les caractères ancestraux. La truffe est devenue un nez. Les orbites qui étaient ouvertes se sont fermées, plaçant les yeux en avant de la face. L'être humain, parmi les primates, appartient à un groupe plus restreint, les hominidés. Les hominidés sont caractérisés par un coccyx, c'est-à-dire que les vertèbres de la queue se sont atrophiées et se sont soudées. Aucun primate appartenant au groupe des hominidés ne possède de queue. On peut donc tracer un arbre phylogénétique permettant de mettre en relation les liens de parenté et de situer les innovations évolutives. Les données génétiques ont permis de démontrer que le plus proche parent actuel des humains est le chimpanzé,
grâce à la comparaison de gènes et de molécules homologues, c'est-à-dire qui remplissent la même fonction chez les deux espèces. L'Homo sapiens possède des caractéristiques des primates, donc un pouce opposable, un coccyx, des ongles, des orbites en avant de la face. Mais il possède des caractères qui lui sont propres et que l'on ne retrouve chez aucun autre primate actuel. On observe chez l'humain des particularités squelettiques témoignant d'une bipédie prolongée, c'est-à-dire la capacité à se déplacer sur ses deux jambes durant de longues périodes. La bipédie, elle est liée à un trou occipital centré sous le crâne, ce qui induit une position verticale de la colonne vertébrale, un bassin large et court, accompagné de muscles fessiers puissants qui permettent la stature debout, des fémurs convergents vers les genoux. Bon, alors là, j'admets que mon schéma, il ne montre pas trop des fémurs convergents. Mais ces fémurs convergents, ils déplacent le centre de gravité bien centré sous le pied. Et chez Homo sapiens, on va trouver un gros orteil du pied non opposable, qui est un caractère dérivé du pouce opposable, que l'on trouve chez les autres hominidés, comme ici un pouce de chimpanzé. Et là, on voit qu'on a un retour évolutif, puisque le pouce qui n'était pas opposable, au cours de l'évolution, il est devenu opposable, et dans la lignée humaine, il est redevenu non opposable. Il faut bien comprendre là que ces caractères nouveaux ont été sélectionnés en même temps. Les individus qui n'avaient acquis que l'un ou l'autre de ces caractères, c'est-à-dire par exemple un trou occipital centré, mais pas de modification du bassin, qui était resté étroit et allongé. Eh bien, ces individus, ils étaient défavorisés, puisque leur stature devait être totalement bancale. À ce moment-là, ils n'ont pas été sélectionnés par la sélection naturelle, ils ne se sont pas reproduits, leurs allèles n'ont pas été transmis, et on ne les retrouve pas aujourd'hui. En étudiant les fossiles, on va retrouver ces particularités squelettiques chez le genre Homo, mais aussi chez les espèces du genre Australopithecus. On comprend donc que les humains et les australopithèques partagent un ancêtre commun qui possédait ces innovations évolutives. Mais à partir de cet ancêtre commun, les lignées ont évolué de façon indépendante, car les espèces appartenant au genre Homo possèdent des caractéristiques différentes. Chez les espèces du genre Homo, la bipédie n'est pas prolongée, elle est permanente. Et cela se traduit notamment par des bras qui sont nettement plus courts que les jambes. On trouve aussi une mâchoire parabolique, c'est-à-dire que la mandibule est aussi large que longue et les dents sont implantées en V, alors que chez Australopithecus, la mandibule est en U, les dents sont implantées en U. On observe une régression de la face. L'angle facial que l'on peut tracer ici est de plus en plus aigu. Une augmentation importante de la capacité cérébrale, de la capacité crânienne, On passe aux alentours de 500 cm3 à Australopithecus jusqu'à 1350 voire 1500 cm3 chez l'homme de Néandertal, ce qui permet d'avoir un cerveau de plus en plus gros. Et au sein du genre Homo, notre espèce Homo sapiens possède des caractères qui lui sont propres et qui n'appartiennent qu'à lui, comme la disparition du bourrelet susorbital, donc l'épaisseur d'os au-dessus, au niveau de la carte sourcilière, disparaît chez l'homme actuel, l'Homo sapiens. Son front est droit, alors qu'il est fuyant chez les autres espèces du genre Homo, et le prognatisme a totalement disparu. Le prognatisme, c'est le fait que la mâchoire, la mandibule inférieure avance. Chez Homo sapiens, la mandibule inférieure est en retrait, les dents du bas sont calées derrière les dents du haut. On peut donc construire l'arbre de parenté d'Homo sapiens. Et on constate tout de suite que l'évolution de la lignée humaine n'est pas linéaire. Moi, quand j'étais lycéenne, on avait tendance à représenter l'évolution humaine comme ceci, c'est-à-dire le passage de façon linéaire d'une espèce à une autre jusqu'à la nôtre. En fait, c'est pas ça du tout,
puisqu'on constate que de nombreuses espèces ont cohabité en même temps. On a réussi, enfin aujourd'hui, on a mis en évidence l'existence de 14 espèces associées au genre Homo. Et notre espèce, Homo sapiens, a cohabité avec au moins 5 espèces humaines différentes. On le voit ici lorsqu'on regarde l'extension temporelle de l'espèce Homo sapiens. Eh bien, elle recouvre celle des hommes de Denisova, celle des hommes de Néandertal, l'espèce Homo heidelbergensis, un petit peu Homo erectus et Homo floresiensis. Les analyses génétiques ont par ailleurs montré que nous possédons quelques pourcents d'ADN de Néandertal et quelques pourcents d'ADN de Denisova. Cette présence d'un ADN d'une autre espèce à l'intérieur de notre génome est la preuve qu'il y a eu hybridation entre individus des deux espèces. Autrement dit, Homo sapiens s'est reproduit avec hommes de Néandertal et Homo sapiens s'est aussi reproduit avec les hommes de Denisova à l'époque où il y avait cohabitation de ces trois espèces. Mais les individus du genre Homo ne se caractérisent pas seulement par leurs particularités physiques. On retrouve aussi chez les différentes espèces humaines une activité culturelle, telle que la création d'outils. Ici, un biface taillé par Homo ergaster qui permettait de tailler le cuir, de tailler la viande pour pouvoir la manger, etc. Ou des lissoirs pour le cuir taillés par Homo neanderthalensis dans de l'os. On va retrouver la maîtrise du feu chez Homo erectus et Homo floresiensis, des rites funéraires, donc chez Homo sapiens bien sûr, mais aussi chez l'homme de Néandertal. On a même trouvé sous les ossements des pollens de fleurs, ce qui montrait que les hommes de Néandertal enterraient leurs morts sur des lits de fleurs. Et puis, chez Homo sapiens, on observe depuis très longtemps l'existence d'un art pariétal, c'est-à-dire des peintures rupestres sur les murs des grottes. Voilà, ce chapitre est terminé. J'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur notre espèce et son évolution.